Ah, vous êtes disciplinés. Merci. Je disais à mes collègues, j'espère que quand je vais commencer à parler, ils vont m'écouter. Bonjour, bonjour tout le monde. Écoutez, j'ai eu la chance de saluer certains d'entre vous lorsque vous êtes arrivés. Puis il y a quelqu'un que j'ai accueilli très chaleureusement. Je pensais que c'était un collègue que je reconnaissais. Puis finalement, j'ai donné un gros câlin, mais c'était pas la personne que je pensais. Ben, j'ai dit au moins vous avez eu un accueil chaleureux. Ah, ça fait plaisir, hein, quand même. Écoutez, la dernière fois que j'ai fait cet événement, c'était virtuel. Je vous dis, la vibe est pas pareille. On est seul derrière son écran à essayer d'un peu accueillir nos clients chaleureusement, mais c'est difficile quand on n'est pas en personne. On essaie de mettre le sourire au visage sur la caméra, mais on se parle à soi-même finalement. Hein. Fait que c'est vraiment très touchant, très émouvant pour moi d'être ici dans une salle remplie comme celle-ci. Fait que je voulais vraiment vous dire merci. Merci chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Vous savez qu'ici, on est au 14e étage du 129 Saint-Jacques. Vous savez c'est quoi le 129 Saint-Jacques? Eh bien, c'est la première succursale au Canada. Donc, BMO est en existence depuis plus de 200 ans. J'espère que vous le saviez. Ce qui en fait la plus vieille banque au Canada. Puis c'est ici que tout a commencé. Puis on a vraiment, pour nous, le 14e étage, c'est une fierté, c'est un privilège d'y accueillir nos clients qu'on apprécie tellement. Donc, on a la chance et le privilège de pouvoir vous recevoir dans nos locaux du 129 Saint-Jacques, la première banque au Canada. Donc, voilà, une très grande fierté pour nous. Fait que merci d'être ici. Mon nom, je ne sais pas si je me suis présentée, mon nom est Karine Haid, donc je suis chef des services bancaires aux entreprises pour la région Est du Canada. Donc écoutez, encore une fois, très heureuse de vous avoir ici aujourd'hui. Je suis aussi très heureuse d'être accompagnée de Stéphane Rochon, qui est stratège d'action et directeur général BMO Gestion Privée, qui nous fournira aujourd'hui un aperçu de l'économie actuelle. Donc, je pense que le temps est vraiment opportun d'avoir cette mise à jour-là. Vous savez, à BMO, on sait qu'on vit des moments quand même assez... on vit tous les soubresauts de l'économie, que ce soit dû au restant de la pandémie, que ce soit au niveau de l'inflation, les hausses d'intérêts, la pénurie de main-d'œuvre, la récession imminente. On sait très bien que c'est une période qui est mouvementée pour nous tous. Et à BMO, on veut être là pour vous. Alors écoutez, autour de la salle, puis à travers tout notre réseau, nous avons une équipe d'experts, donc que ce soit au niveau du plan de votre plan personnel ou au niveau de vos affaires. Nos conseillers sont là, ici, pour travailler avec vous, pour vous accompagner et vous conseiller de façon spécifique par rapport à vos besoins spécifiques, vos besoins personnels. Donc, on veut vous fournir des recommandations puis des solutions personnalisées. Donc, on est là pour vous accompagner puis travailler avec vous de concert. On veut vous appuyer dans vos prises de décision. Et donc, des journées ou des sessions comme aujourd'hui, pour vous permettre justement de prendre ces décisions, mais c'est aussi important d'être bien informé. Alors, ce qu'on veut faire avec Stéphane aujourd'hui, c'est finalement vous informer par rapport au contexte économique. Donc, avec Stéphane, vous aurez le privilège d'avoir un aperçu complet des perspectives économiques. Il va parler pour à peu près 30 minutes. Il y a quelques diapos à vous présenter, mais on va aussi avoir un bon 30 minutes de questions. Donc, s'il vous plaît, pendant que vous l'écoutez, si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit, notez-les parce que vous aurez la chance de les poser directement à Stéphane Rochon. Là-dessus, j'espère que vous profitez d'un bon repas. C'est fait ici dans nos locaux aussi par nos cuisiniers experts, nos chefs experts. Donc, profitez-en. Puis encore une fois, merci d'être venu en si grand nombre et merci surtout de votre confiance. Alors, bon appétit, bonne session d'information, puis je vous laisse entre les bonnes mains de Stéphane. Merci, Karine. Super gentil. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, maintenant, avec le micro. Hey, il fait beau, hein? Il fait beau. Je suis surpris d'avoir une auditoire semblable. Moi, à votre place, je serais sur une terrasse, mais c'est vos choix personnels d'être ici. J'espère au moins que BMO vous offre. Le lunch, on l'offre, hein? OK, tant mieux, parce que ça serait plate. Tu te retrouves avec une facture. Son nom est cheap. OK.
Fait que, allons-y, on va faire ça en 2 volets, OK? On va essayer d'être dynamique, puis j'aimerais ça que ce soit interactif. C'est quelque chose que vous ne comprenez pas ou que vous aimeriez sur lequel vous aimeriez que je passe un peu plus de temps, faites juste lever la main. C'est sûr qu'on va avoir une période de questions aussi. On m'a demandé de présenter en français. However, if you've got questions in English, I'll handle those too. So that's not going to be a problem. Mais la présentation va se faire en français. On ne veut pas faire bilingue. Ça fait vol Air Canada, si vous voulez. Assez désagréable, en fait. Alors, tout va se faire en français. Donc, parlons. Donc, on va faire une présentation sur l'économie parce que, dans le fond, c'est l'objectif ici de parler d'économie. Mais je vais aussi faire un volet sur le marché boursier parce que l'économie et le marché sont évidemment très interreliés. Donc, ces deux choses-là sont vraiment reliées et c'est aussi mon domaine d'expertise. Alors, on va parler du marché, peut-être vous aider dans vos comptes personnels. Il y a un de mes amis est conseiller en placement. Christian est là. Il ne m'a même pas payé pour le plugger comme ça. Mais si jamais vous avez des questions ou que vous aimeriez discuter de vos comptes personnels, on a toute une équipe d'experts qui peuvent vous aider là-dedans. Donc, c'est sûr que en ce moment, les 2 grands facteurs macroéconomiques les plus importants, c'est l'inflation, numéro 1. Tout le monde en parle d'inflation, puis il y a une bonne raison pour ça. Deuxièmement, c'est le ralentissement économique. C'est drôle, je n'ai pas l'habitude de me faire photographier. Non, c'est bon, c'est parfait, je vais m'habituer. Donc, c'est ça. L'économie, quand on parle de ce qui s'est passé dans le cycle économique, on a eu la COVID, évidemment, qui nous a amené, ça c'est pour vous mettre un petit peu en contexte, une des récessions les plus courtes de l'histoire. On parle d'une récession qui a été guérie, si vous voulez, et puis un renversement fulgurant de l'économie en dedans de quelques mois. Ça, c'était du jamais vu. Évidemment, la COVID-19 comme telle, c'était du jamais vu depuis 1918. Et ce qui nous a aidés à s'en sortir, c'est la technologie. Alors, ce n'est pas pour rien que les actions de technologie ont tellement bien performé pendant cette période-là. Puis en ce moment, ce qu'on est en train de voir, si vous voulez, c'est l'écho de la performance des actions de technologie qu'on a vues. Il y a l'intelligence artificielle. C'est drôle parce que tout le monde parle d'intelligence artificielle en ce moment grâce à ChatGPT. Ma fille fait tous ses devoirs avec ChatGPT en passant. Et puis, c'est pas une bonne chose, je sais, mais on ne l'arrêtera pas. Tu sais. Puis, je doute vraiment que les professeurs puissent enrayer cette évolution. Mais de toute façon, ce que je trouve intéressant, c'est qu'un de mes meilleurs amis travaille à Montréal, et puis il y a 20 ans, il me disait qu'il travaillait en intelligence artificielle. Alors, c'est pas nouveau tout ça. C'est pas nouveau comme beaucoup de technologies qui existent depuis longtemps, qui sont en développement depuis longtemps, et puis soudainement, ça émerge, et puis ça devient hyper populaire. Mais c'est pas quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain. Il y a eu énormément de travail, puis c'est quand même bon de voir que Montréal, c'est un chef de file en intelligence artificielle. Évidemment, on n'a pas des compagnies de la taille de Microsoft ou de Google, mais on a beaucoup de compagnies qui travaillent en partenariat avec ces géants américains. Alors ça, c'est quand même encourageant. Mais parlons d'abord et avant tout d'économie, l'inflation. L'inflation est en train de ralentir. Ça, vous l'avez peut-être vu. Puis je voulais commencer avec peut-être des bonnes nouvelles aussi, parce que tout le monde a été à l'épicerie récemment. Vous avez vu la flambée des prix à l'épicerie. Ce n'est pas juste nous en passant, hein? Ce n'est pas juste au Québec, ce n'est pas juste au Canada, c'est un phénomène international malheureusement. C'est vrai que les épiciers ont des marges, généreuses au Canada. Mais cela étant dit, l'inflation, c'est un phénomène global. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plusieurs données macroéconomiques qu'on regarde qui nous indiquent, en particulier, l'indice des prix à la production. Pour les grands commerçants ou pour les producteurs de nourriture, ça, c'est en chute libre en ce moment. Puis, ce qui est encourageant de ça, c'est que c'est un indice qui mène l'indice des prix à la consommation, donc ce que monsieur, madame, nous tous payons à l'épicerie. Donc, d'ici 3 à 4 mois, vous devriez voir un plus grand ralentissement du taux d'inflation. Donc, le taux d'inflation, ce n'est pas que les prix n'augmentent plus, c'est qu'ils augmentent moins vite.
Et ça, c'est super important. C'est super important pour la politique monétaire et c'est super important pour le marché boursier aussi. Ça, j'en parlais un peu plus dans le deuxième volet de la présentation, mais pensez à l'inflation comme à un cancer pour les marchés financiers. Et je n'exagère pas quand je dis que c'est un cancer. Il faut contrôler ça. Sinon, les actifs, les obligations ne fonctionnent pas parce que les détenteurs d'obligations exigent un taux d'intérêt plus élevé pour se faire compenser à cause de l'érosion de la valeur de leur obligation. Donc ça se comprend quand même assez bien. Mais du côté des actions aussi, quand l'inflation et les taux d'intérêt augmentent, ce qui va ensemble, bien, la valeur présente des cash flows futurs que ces compagnies vont générer, bien ça descend. Ça descend. Donc, $1 que Microsoft génère dans 5 ans, quand les taux d'intérêt sont à 0 ça vaut presque $1 aujourd'hui. Mais dans le contexte d'un taux inflationniste de 8-9 avec les taux d'intérêt qui ont augmenté dans les 4 à long terme, bien, ça fait une grosse différence. Donc, c'est pour ça que ça a un impact, vraiment un gros impact sur l'économie. C'est pour ça que vous avez vu la performance des portefeuilles en général n'était pas très bonne l'an dernier. Il y a beaucoup d'investisseurs qui ont perdu de l'argent sur les obligations et sur les actions, et ça, c'est très, très rare. Et nous, le message d'espoir que je vous donne, c'est qu'on pense que cette année ne sera peut-être pas fulgurante en termes de rendement. Il y a quand même des risques et tout ça, puis ça, on va en parler. Mais on pense qu'on sera capable de générer un rendement positif aussi bien sur les obligations que sur les actions. Donc, on revient à un environnement un peu plus normal. Ça, c'est le message d'espoir. Il n'y a pas juste de l'espoir, hein? Il y a quand même beaucoup de risques. Mais généralement parlant, quand on regarde le taux d'inflation, bien, il descend aux États-Unis comme au Canada. Nos économistes prédisent que d'ici la fin de 2024, disons, on pourrait revenir autour du 2 mais ça peut toujours à une pilule magique. Il n'y en a pas de pilule magique. Il faut faire, et puis c'est là où les banques centrales, à mon avis, et puis c'est l'avis de nos économistes aussi, ils se sont gourés royalement. Je pense que c'est un terme technique, ça, en français. Ils se sont gourés parce qu'ils ont laissé l'inflation augmenter beaucoup trop vite, ou beaucoup trop haut, avant d'augmenter les taux d'intérêt, avant de serrer les vis un peu sur le système. Puis je comprends qu'il y a beaucoup de propriétaires de compagnies ici ou des gens haut placés dans des entreprises. Je comprends que c'est difficile d'encaisser des augmentations de taux d'intérêt comme ça, mais malheureusement, c'était un mal nécessaire pour contrôler l'inflation. La bonne nouvelle, c'est qu'à notre avis, on va parler de croissance dans un instant, mais à notre avis, les banques centrales vont arrêter d'augmenter les taux d'intérêt. Je sais qu'il y a de la spéculation dans le marché, comme quoi la Réserve fédérale pourrait augmenter d'un autre 25 points de base. C'est possible. La Banque du Canada a dit qu'elle était en pause, entre guillemets, ce qui est une bonne chose. Donc, on arrive, qu'il y ait une autre augmentation de 25 points de base ou non, ça ne changera pas grand-chose. On est rendu dans une fourchette de taux d'intérêt qui va être relativement stable, à notre avis, okay, pour au moins le reste de l'année. Puis ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on regarde des indicateurs, puis il y a plein d'indicateurs dans le marché, et puis le marché anticipe des coupures de taux d'intérêt d'ici la fin de 2023, puis peut-être plusieurs en 2024. Nous, on n'y croit pas. Okay? Juste pour vous dire, il y a une discussion dans le marché comme quoi ils pourraient commencer à couper les taux d'intérêt. À mon avis, ils ne feront pas ça, surtout Jerome Powell, qui n'a pas beaucoup de crédibilité en ce moment. Vous allez me trouver très critique par rapport à Jerome Powell, parce qu'il s'est gouré. Mais finalement, il va falloir qu'il maintienne sa crédibilité. Et pour maintenir sa crédibilité, il doit garder les taux d'intérêt à ce niveau-là jusqu'à ce qu'on soit sûr que l'inflation a bien été contrôlée. Mais encore pour revenir du point de vue du marché, on se retrouve dans une situation pour l'économie et pour le marché. On a deux vents contraires, si vous voulez, deux forces qui sont une à l'opposé de l'autre. La force positive, donc le vent de dos, c'est l'inflation qui descend. Ça, c'est toujours une bonne chose. C'est une bonne chose parce que ça contrôle les taux d'intérêt et ça a historiquement été une très bonne chose pour la performance des actifs financiers. C'est une des grandes raisons pour lesquelles on est en fait relativement positif cette année pour les rendements de marché. Donc ça, c'est la force positive. La force négative, évidemment, c'est le ralentissement économique. Là, tout le monde parle de récession. Quand je regarde, en fait, je ne vous le conseille pas, mais quand je regarde CNBC, les quelques fois que je fais ça, tout le monde est négatif. Tout le monde nous assure
qu'une récession, c'est un fait inévitable. Okay? Et puis, moi, ce que je vous dirais, c'est que c'est sûr que c'est possible. Il y a une bonne possibilité. Selon nos modèles, puis là, vous allez rire de moi, puis je m'attends à ça. Alors, c'est correct. Nous, nos modèles sont 50-50. 50 de probabilité. Vous me regardez, puis vous dites, « Ouais, mais 50 de probabilité, qu'est-ce que tu nous dis là? » Pile ou face, est-ce que c'est comme ça que vous faites les choses chez BMO? Non. On a quand même un modèle qui est assez sophistiqué. Malheureusement, c'est ça le chiffre que le modèle nous donne, c'est 50 mais mettez ça dans le contexte du consensus actuel. Le consensus actuel, 90 à 100 des gens s'attendent à une récession. Alors, c'est quand même un petit peu plus optimiste par rapport à ça. C'est encore possible d'éviter une récession grâce à la force du marché de l'emploi un peu partout en Amérique du Nord. Et puis, ça, c'est l'autre chose. Puis, je viens d'écrire un rapport qui va être publié demain. C'est sur le marché immobilier. Le marché immobilier qui est tellement important pour l'économie. On parle, quand on regarde le secteur immobilier au Canada, on parle de 15 à peu près 15 à 20 du PIB, juste la construction résidentielle et tous les services connexes, la rénovation, quand on ajoute le plombier, l'électricien, tout ça, ça nous fait 15 à 20 du PIB. Alors, c'est super important au Canada, c'est un petit peu moins important aux États-Unis, mais quand même très pertinent. Et puis, on a beaucoup d'indications comme quoi le marché de l'immobilier, en général, okay, on ne parle pas de région, vous pouvez dire « Ah, je ne suis pas sûr que qu'on est rendu au plancher » dans certaines régions, et ça, c'est vrai. Mais généralement parlant, nos indications sont que le marché immobilier a atteint son plancher. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une reprise fulgurante, mais au moins les prix ont recommencé à augmenter un tout petit peu. En général, on l'a vu aux États-Unis, on l'a vu au Canada, les permis de construction les demandes de permis de construction sont en hausse, le nombre de ventes augmente. Il y a beaucoup d'indicateurs qui nous indiquent que le marché immobilier, au moins, a atteint son bas. Alors, même s'il n'y a pas une reprise fulgurante, étant donné la mathématique ou l'algorithme de l'économie, ça veut dire qu'au moins, ce ne sera plus un vent de front. Ce ne sera plus un négatif, si vous voulez. Au pire, ce sera un neutre pour les quelques prochains trimestres. Puis ensuite, on se positionne pour une bonne reprise en 2024, si on a raison que les taux d'intérêt vont être relativement stables en ce moment. Et je pense qu'on va avoir raison là-dessus. Bon, ça, c'est un des risques. Je vous ai dit, c'est pas tout n'est pas rose dans l'économie. Là, ce que vous voyez à gauche du tableau, c'est le taux d'épargne au Canada. Évidemment, pendant la COVID, on a atteint un record. Les gens ne pouvaient pas dépenser d'argent. Maintenant, les gens dépensent de l'argent. Donc, l'épargne excédentaire a beaucoup diminué, mais elle est encore plus élevée que la moyenne. Donc, ça, c'est peut-être un léger positif. Le problème au Canada, c'est la dette des ménages. La dette des ménages a atteint un record et a baissé un peu, alors qu'aux États-Unis, ce qui est rare, ils ont été beaucoup plus disciplinés. Donc, ça, en soi, quand les taux d'intérêt sont à 0 ce n'est pas un problème nécessairement, mais quand les taux d'intérêt ont augmenté comme ils ont augmenté en ce moment, le fardeau de dette devient problématique. Ça, c'est vrai pour les ménages, c'est vrai pour les corporations. Je vous dirais que la bonne nouvelle là-dedans, c'est que la plupart des compagnies, je regarde surtout les compagnies publiques, mais les compagnies publiques canadiennes ont des bilans qui sont quand même assez solides. Même dans le secteur de l'énergie, il y a beaucoup de gens qui pensaient que la moitié des compagnies de pétrole allaient faire banqueroute. Bien, elles ont été très disciplinées, elles ont utilisé leur cash flow et remboursé presque toute leur dette. Alors, elles se retrouvent dans une très, très bonne position, indépendamment du ralentissement économique qu'on va avoir. Les compagnies principales, je parle juste d'une industrie qui est quand même importante pour le Canada, ces compagnies-là vont survivre. Les grosses compagnies, les compagnies de qualité, pas nécessairement toutes les petites, mais ça, c'est quand même encourageant, mais il faut vraiment surveiller ça, surtout quand on regarde les dettes des pays, de nos partenaires dans le G7, par exemple. Au Japon, on est rendu à 300 du PIB en termes de dette. Ça compte. Ça compte. Et c'est peut-être soutenable pour une assez bonne période, encore une fois, quand les taux d'intérêt sont à zéro, mais pas quand les taux d'intérêt se mettent à augmenter. Donc, il faut être discipliné. Et ça nous amène le plafond de la dette aux États-Unis. Donc, tout le monde est au courant de ce qui se passe. Vous avez entendu parler de ça. La partie interactive de la présentation. Qui peut me dire, je l'ai mentionné sur une présentation hier, alors si vous m'avez entendu, répondez pas. Entre 1966 et 2011, combien de fois le plafond de la dette américaine a été augmenté? 5 fois?
78? Très, très proche. 74 fois. Bon, 74 fois sans chiard. T'sais. Il augmentait parce qu'il fallait l'augmenter. C'est une drôle de politique. C'est juste les Américains qui ont ça, d'avoir un plafond fixe, un chiffre fixe dans une économie dynamique. Mais qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? C'est sûr que le plafond de la dette en 1973 n'est plus pertinent rendu en 1983. Donc, ce phénomène de politiser le plafond de la dette, c'est relativement récent. C'est en 2011 que les républicains ont fait ça la première fois. Ils ont réussi à vraiment saccager la performance du marché. Mais ce qui est intéressant, puis je pense que j'ai le graphique un peu plus tard, quand ils en sont finalement venus à une entente, ça a vraiment été le bas, le creux du marché boursier. Et après ça, le bull market a repris. Donc, écoutez, l'histoire n'est pas garante de l'avenir, mais on pense qu'on pourrait avoir un phénomène au moins un peu semblable à ça. OK, le taux de chômage, ça, évidemment, c'est super important. Il y en a d'entre vous qui essayent d'engager des gens. J'imagine, en ce moment, c'est pas facile. C'est pas facile de trouver des gens qualifiés. Et ChatGPT ne peut pas répondre à tous vos besoins encore, j'imagine. Éventuellement, peut-être, mais pas encore. Mais ça, c'est une grande force économique quand on y pense. Puis ça aussi, ça appuie notre argument que même s'il y a une récession, elle va être quand même très légère. Donc, on voit un atterrissage relativement doux. Donc, ce serait notre scénario de base. Évidemment, il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver, mais on est là pour vous donner nos opinions concrètes. Notre opinion concrète, c'est l'économie évite de justesse une récession ou ça va être une récession très légère. Indépendamment, la différence va être négligeable pour la plupart des secteurs de l'économie, sauf les plus cycliques. Donc, peut-être que les compagnies d'automobiles vont sentir ça un peu plus, mais généralement, pour la plupart des industries, il n'y aura pas une grosse différence. Mais de toute façon, voilà la position de force dans laquelle on se retrouve. Aux États-Unis, 3,4 %. Au Canada, 5 %, ce qui est vraiment bas par rapport aux normes historiques. Alors, pensez-y comme ça. Même si le taux de chômage, puis le taux de chômage augmente après, disons que c'est un indicateur retardé, si vous voulez, ça arrive, ça augmente plus tard. Mais cela étant dit, même si le taux de chômage monte à 6 au Canada ou à 6,5 puis à 5 aux États-Unis, ce qui serait une grosse augmentation en pourcentage, ce serait quand même bas par rapport aux normes historiques. Donc, puis quand on considère que 70 % de l'économie américaine est un petit peu moins au Canada, mais pas trop loin, 70 % de l'économie dépend des services et de la consommation personnelle, ça fait quand même une grosse différence. OK, les naissances, ça, c'est le gros avantage canadien. En passant, ça fait 11 ans que je fais ça, que je suis stratège en action pour la Banque de Montréal. Et puis, dans ces 11 années-là, on a été positif, je dirais, pour les 10 des 11 années, on a été positif sur les États-Unis par rapport au Canada. L'an dernier, on a changé notre fusil d'épaule. On est plus positif sur la performance des actions canadiennes. Je parle des actions canadiennes. Puis une des raisons, c'est la croissance de la population. Puis c'est pas grâce aux naissances qu'on a ça, c'est l'immigration. Et l'immigration, c'est une force extraordinaire, à mon avis. Je ne veux pas rentrer dans des débats politiques, mais économiquement parlant, c'est une force extraordinaire pour le Canada qui est capable d'avoir une croissance de population au-dessus de presque tous les pays développés. On est probablement en tête des pays développés en ce moment, certainement beaucoup mieux que la plupart des pays européens. Donc, ça appuie l'économie à long terme. Évidemment, année sur année, ça ne fait pas une assez grosse différence, mais à long terme, ça a quand même un impact très positif. Puis l'autre chose, c'est que ça appuie notre argument que le marché immobilier a atteint son plancher et devrait être en reprise dans les plusieurs prochains trimestres. Il y a énormément de demandes pour l'immobilier. Je connais moins les tendances à Montréal, mais est-ce que vous seriez d'accord que généralement, le marché n'est pas en mauvais état à Montréal? Est-ce que les maisons se vendent relativement vite, vous diriez? Sur ma rue à Toronto, il y a 5 maisons qui ont été mises en vente dans les 2 derniers mois. Il n'y en a pas une qui a pris plus que 5 jours à se vendre. Il y a une maison de... là, vous allez penser que je me vante. Là. C'est la maison d'un ancien joueur de hockey que la plupart des partisans de hockey connaîtraient. Ils l'ont mis sur le marché. Moi, je pensais que ça resterait là pendant 2 mois ou quelque chose de semblable, mais ça s'est vendu à 4 millions en 3 jours.
Donc, il y a quand même de la force. Puis je sais que c'est juste un exemple à Toronto. Puis Toronto, c'est un marché un peu particulier, mais quand même. OK. Légère réduction des pressions salariales, ça, c'est super important. C'est pour ça qu'on veut finalement que le taux de chômage augmente au moins un peu, parce que les vrais problèmes, quand on regarde les spirales inflationnistes dans le passé, les années 70 en particulier, ce n'était pas à cause du prix des matières premières. Au début, c'était ça. Quand l'OPEP a réduit ses quotas et que le prix du pétrole a triplé du jour au lendemain, bien, ça a causé une récession, puis ça a causé de l'inflation, mais ce n'est pas ça qui crée l'inflation généralisée qui persiste. Ce qui fait ça, c'est les pressions salariales. Alors, dans les années 70, puis jusqu'au début des années 80, les travailleurs s'attendaient, les attentes des ménages, c'était que l'inflation allait continuer à augmenter. Donc, ils exigeaient des augmentations salariales de 10, 12, 15 %. Et c'est ça l'engrenage misérable de l'inflation. Donc, au moins, en ce moment, on voit déjà les pressions, une réduction des pressions salariales. Les augmentations peuvent quand même être assez généreuses, mais au moins la tendance est positive. Et j'imagine que c'est pertinent dans la plupart de vos secteurs aussi. Donc, indice des prix à la consommation, on en a parlé un peu. Le mois dernier, en Chine, il n'y a pas beaucoup d'inflation. Ça, c'est probablement une bonne chose, je dirais. Le Japon n'en a pas trop non plus. Puis le Canada, c'est parce qu'on a tendance à être un peu, comment dire, sans vous insulter, on a tendance à être un peu nombriliste. T'sais. On regarde ce qui se passe dans notre cour, chez nos voisins. On regarde finalement notre propre pays, puis on dit « Ah, c'est horrible l'inflation, c'est terrible, terrible ». Mais finalement, on n'est pas en si mauvais état que ça, surtout quand on regarde la zone européenne. Alors, eux sont un peu en retard par rapport à nous dans leur lutte contre l'inflation. Aux États-Unis et au Canada, pas trop mal. On va sauter ça. Bon, c'est ça. Correction du marché du logement au Canada. On a vu une correction importante, surtout dans les régions de Toronto, comme London. Mais ça, il ne faut pas oublier que c'est des villes comme, pensez au Mont-Tremblant. Les endroits, les régions qui ont vu la plus grande augmentation pendant la COVID-19 ont eu la plus grosse correction aussi. Ça, c'est normal. Le marché revient à la moyenne, finalement. Puis ça, on le voit dans tous les marchés. C'est vrai dans l'immobilier, c'est vrai dans le marché des actions aussi. Donc, c'est la correction qu'on a vue. À Montréal, la correction n'a pas été si grave que ça parce qu'il y avait eu moins d'augmentation que dans d'autres villes. Donc, ça, c'est quand même intuitif. Donc, les marchés réévalués, on a parlé de ça. Les taux de financement à court terme, donc les taux que contrôlent les banques centrales, ont pas mal plafonné. Nos économistes ont quand même mis des baisses pour 2024, mais pas pour 2023. Donc ça, c'est ce qu'ils pensent. Moi, j'ai l'impression, parce qu'on a le droit d'être en désaccord de temps en temps dans l'équipe, moi, j'ai tendance à penser qu'ils vont rester un peu plus élevés pendant plus longtemps et ensuite commencer à baisser vers 2024, mais on verra. On verra. De toute façon, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'impact de la politique monétaire, donc le resserrement qui découle d'une augmentation des taux d'intérêt, ça a un impact sur l'économie réelle seulement 12 mois plus tard en général. Donc, une augmentation de taux d'intérêt qu'on fait aujourd'hui aura seulement un impact pour la plupart de l'économie en 2024, en été 2024. Et c'est un des arguments pour lesquels je pense que ce serait complètement déraisonnable de la part des banques centrales de continuer à augmenter les taux d'intérêt en ce moment. Ça n'aura pas d'impact. Ça aura peut-être un impact sur le marché immobilier, mais si le marché immobilier a survécu à toutes ces augmentations-là, ce n'est pas un autre 25 points de base qui va faire chavirer le bateau. Mais je ne pense pas qu'il devrait le faire. Bon, ça, c'est très important. On a vu le prix du pétrole, toujours pertinent pour le Canada, beaucoup moins pour le Québec, évidemment, mais quand on regarde l'Alberta, la Saskatchewan, Terre-Neuve, le prix du pétrole est très important. Puis pour le Canada, en général, le prix du pétrole, super important. On est tombé en bas de 70. Et j'ai eu plusieurs questions des clients là-dessus parce que, mon point de vue, j'ai été positif sur le secteur de l'énergie. C'est vrai, hein, Christian, depuis quelques années. Christian va être ma conscience. Il va vous dire que je ne vous dis pas n'importe quoi. Mais donc, dans les quelques dernières années, on a été très positifs sur les actions d'énergie qui, en passant, est un message super vendeur à Calgary. Fait que, il m'invite souvent, je vais y aller pour le Stampede, justement. Pas juste parce que j'ai des opinions positives, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu
historiquement, il y a eu une énorme corrélation. Regardez ça, on retourne jusqu'en 2000 entre le dollar canadien et le prix du pétrole. Et c'est aussi vrai pour le prix du cuivre, en passant. Donc, la corrélation a été très, très forte. Et puis, cette fois-ci, le dollar canadien a sous-performé par rapport à ce à quoi on se serait attendu. Donc, le dollar canadien est resté relativement faible, probablement parce que les investisseurs avaient peur de la croissance globale. Notre marché, on a un marché d'exportation, on a un marché qui est quand même assez cyclique, beaucoup de matières de base, d'énergie, tout ça. Donc, finalement, les investisseurs n'ont pas cru à cette augmentation ou que l'augmentation qui a été due en partie à l'invasion de l'Ukraine, les investisseurs n'ont pas cru que ce serait quelque chose de soutenable. Et puis, à date, les investisseurs ont eu raison, mais ce que je vous dirais, c'est que même si le pétrole est tombé en dessous de 70 $, dans un contexte historique, étant donné le ralentissement économique qu'on voit en ce moment, dans d'autres périodes, le pétrole serait tombé à 30 $ ou à 25 ou quelque chose de semblable. Fait que le fait qu'on soit encore dans les 70 ou proche de 70, ce n'est pas un signe de faiblesse pour le marché, à mon avis, c'est plutôt un signe de force. Parce que quand la reprise va arriver, puis la reprise est inévitable, okay? Puis là, je ne parle pas du PIB qui va réaugmenter à 3-4 %, mais juste on va atteindre un plancher, si vous voulez, puis on va commencer à remonter. Ça va se faire inévitablement en 2024. Le timing est plus complexe, mais il y a une reprise qui va s'en venir. Et puis, le marché, tous les marchés, le marché des devises, le marché obligataire et le marché des actions vont anticiper ça d'avance. Alors, dans le fond, ce que je vous dis, c'est que vos actions industrielles, les actions de chemin de fer, par exemple, vont vous dire d'avance que l'économie est en train de remonter la côte. C'est toujours important de regarder, comme barème, comme avoir comme barème, des actions importantes dans des secteurs industriels, par exemple. OK, ça c'est dans le fond, ça c'est beaucoup de chiffres, c'est pas ma meilleure diapositive. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaye, ça c'est le volet marché, si vous voulez, parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, mais nous, on pense que la valeur juste pour le S&P serait autour de 4 300 et pour le TSX, à peu près 24 000. Donc, ça vous donne un rendement supérieur au Canada pour certaines des raisons que j'ai déjà mentionnées. Les évaluations du marché canadien sont beaucoup plus basses en général que le marché américain. Évidemment, on a moins de technologie, de technologie publique, devrais-je dire. On a beaucoup de compagnies privées, on a beaucoup moins de compagnies publiques dans le secteur de la technologie. Donc, notre marché, forcément, va être un peu moins cher. Mais dans ce cas-ci, il est beaucoup moins cher. Puis, dans le fond, là, je vous montre juste que l'histoire est de notre côté. Ça, c'est le nombre de fois qu'on a vu des réductions 2 années de suite, donc des pertes dans le marché 2 années de suite. C'est juste arrivé en 2001-2002 au Canada pour le TSX, remontant jusque dans les années 70. Puis évidemment, on a plus de données pour le S&P 500. Ça arrive juste quand on a des gros problèmes macroéconomiques, comme la dépression. Vous voyez, 1929, donc le marché est en chute libre à cette époque-là. La stagflation des années 70 et puis l'écrasement de la bulle de technologie. Donc, Tech Bubble numéro 1. On se retrouve en ce moment dans Tech Bubble numéro 2. Quand on regarde des compagnies comme NVIDIA, qui ont un produit quand même vraiment remarquable. C'est remarquable ce qu'ils ont réussi à faire. Quand on pense à NVIDIA, c'était finalement une compagnie qui produisait des cartes de graphiques pour les jeux vidéo. C'était ça. Mais ils ont été géniaux d'une façon, mais très chanceux d'une autre façon, c'est que cette architecture-là s'est avérée être une des meilleures, je ne suis pas un expert en techno, mais ça s'est avéré être un des meilleurs processeurs pour les crypto-monnaies, pour le cloud computing et maintenant pour l'intelligence artificielle. Le génie qu'ils ont eu, j'ai vu des entrevues avec leur PDG, c'est qu'ils ont mis des fonctions qui rendaient leurs chips programmables. Et c'est ça qui a ouvert toutes sortes de marchés pour eux. Mais cela étant dit, cette action-là se transige maintenant à 30 fois les ventes. Pas les profits, 30 fois les ventes. La dernière fois que j'ai vu une action avec un multiple aussi élevé, c'était justement pendant la bulle de la technologie, la première bulle de la technologie. On se rappelle tous de Nortel. Je ne dis pas que la même chose, que le même sort va arriver à NVIDIA, mais les attentes sont vraiment très, très élevées dans ce secteur-là. Cela étant dit, je ne suis pas vraiment ici pour vous recommander des actions spécifiques. Comme vous l'avez deviné, je ne vous recommande pas NVIDIA en ce moment. Mais
ce qui est intéressant de l'intelligence artificielle, c'est que ça pourrait, techniquement, il faut contrôler tout ça, puis il y a toutes sortes de paramètres sociaux et toutes sortes de risques dont les gens parlent, puis tout ça, c'est légitime, mais d'un point de vue macroéconomique, l'intelligence artificielle pourrait augmenter la croissance potentielle de l'économie. Ça pourrait augmenter l'efficacité. Évidemment, ce serait très triste pour les travailleurs qui se verraient remplacés par ChatGPT et d'autres engins semblables, mais ça augmenterait l'efficacité de l'économie à long terme. Tout ça doit être contrôlé, mais je pense que ça pourrait être encore une fois, ça pourrait être un vent de dos pour la croissance économique et ça pourrait certainement être très avantageux pour les marges bénéficiaires des compagnies. S'ils peuvent remplacer plusieurs rôle avec l'intelligence artificielle, bien, c'est un avantage pour ces compagnies-là. Là, je voulais juste vous donner un petit peu de perspective, parce que la perspective historique, des fois, manque. Quand j'entends les commentateurs, encore une fois, sur CNBC, ou que je lis des trucs dans les journaux, les gens disent « Ah oui, mais regardez l'augmentation, la rapidité de l'augmentation des taux d'intérêt. » Et c'est vrai que, dans un contexte historique, les taux d'intérêt ont augmenté très rapidement, autant le taux directeur, de passer de presque 0 à 5 c'est une grosse augmentation, puis ça s'est fait rapidement. C'est la même chose pour les obligations de 10 ans. Mais ça c'est le marché qui est pertinent pour les obligations, mais aussi pour les actions. Donc, finalement, c'est la pierre angulaire de tout le système financier. Ce serait le taux du 10 ans américain. Mais ce que j'essaie de vous montrer, oui, l'augmentation a été rapide, mais évidemment, on est parti de 0 Il ne faut pas oublier que, historiquement parlant, le phénomène dangereux ou inhabituel, c'est que les taux d'intérêt soient à 0 Ça arrive très rarement et l'argent ne devrait pas être gratuit. Parce que quand l'argent est gratuit, les gens font des folies. Ils font des folies de surenchère. Ils créent 100 crypto-monnaies qui n'ont aucune valeur. C'est un argument religieux, finalement. Est-ce que vous croyez à Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, qui a atteint une valeur d'au-dessus d'1 milliard de dollars alors que c'était une blague? Il y a quelqu'un qui a créé ça comme blague, puis les gens ont embarqué. C'est le genre de truc qui arrive quand les taux d'intérêt sont à zéro. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que remontant jusqu'en 1962, les taux d'intérêt en ce moment ne sont pas si élevés. Hein? Dans un contexte historique, on s'entend, sur 60 ans, les taux d'intérêt ont souvent été beaucoup, beaucoup plus élevés. Et malgré ça, l'économie a quand même eu des performances très fortes. Pas tout le temps, il y a toujours une récession qui arrive éventuellement. Mais l'économie, dans les années 80, par exemple, et dans les années 90, a été très, très forte. Donc, l'un n'exclut pas l'autre, c'est ce que j'essaie de vous dire. Ça, c'est très important parce que tout le monde parle de cette espèce de mini-crise bancaire aux États-Unis. Qu'est-ce qui va se passer? Encore une fois, pour vous donner un peu de contexte, il y a 4 institutions qui ont fait de banqueroute et ce sont des institutions qui se sont tirées dans le pied. Très, très mauvaise gestion du risque. Je n'ai pas le temps de vous expliquer exactement comment ça s'est passé, mais c'était des gamblers, finalement. C'était des gamblers. Il n'y avait pas de département de gestion du risque. Et je vous dirais qu'à ce qu'on connaît de notre banque, ce n'est pas le genre de truc qu'on verrait dans une banque canadienne. C'était débile ce qu'ils ont fait. Et puis, ma grande tristesse, c'est que mon ancien employeur, Crédit Suisse, j'ai quitté Crédit Suisse il y a 11 ans, va être forcé de fusionner avec UBS. C'est comme dire, tu es obligé de te marier avec ton pire ennemi, ça. Donc, c'est triste ce qui s'est passé là-bas, mais là-bas aussi, c'était un problème de gestion du risque. Alors, ce que j'essaie de dire, c'est que le contexte est complètement différent de ce qu'on a vu pendant la crise financière. Pendant la crise financière, c'était un vrai problème, un problème structurel de crédit. Les hypothèques n'étaient pas bonnes. Il n'y avait pas de valeur là-dedans et tout le système s'est écroulé. On n'a pas du tout le même phénomène en ce moment. Et ce qu'on regarde pour observer ça, c'est credit default swaps, donc les swaps sur défaut de crédit, ce serait la traduction. Mais regardez là où on en est. Puis la façon d'interpréter ça, c'est de dire plus ça augmente, plus il y a du stress dans le système. Plus le marché s'inquiète de la force financière des institutions financières. Regardez, on a eu un peu de volatilité, une petite augmentation, mais regardez ça par rapport à la crise financière. On n'est pas du tout dans la même ligue. Donc, c'est le genre d'indicateur qu'on regarde. Il y en a des centaines, mais ça, c'est toujours utile. Si vous voulez mesurer l'ampleur
des dégâts ou du risque, c'est très, très important de regarder ces données-là. Ça, c'est un travail qu'on a fait. On est remonté jusqu'en 1981. Et puis, c'est parce qu'il y a une perception dans le marché, c'est une fausse perception en passant, mais il y a une perception que quand les taux d'intérêt descendent, c'est bon pour le marché boursier. Bien, historiquement, ce n'est pas vrai. Parce que les banques centrales coupent les taux d'intérêt parce que l'économie est en train de planter, généralement. La meilleure performance du marché, encore pour les 40 dernières années, ça a été quand le taux directeur était stable. Quand on a de la stabilité, c'est ce que le marché recherche. Parce que toutes les augmentations de taux d'intérêt ont déjà été digérées, si vous voulez. Ça a été escompté dans le prix des actions et des obligations. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est se retrouver à l'aveuglette dans un contexte où les taux d'intérêt continuent à augmenter. Donc ça a été une bonne performance. Le rendement du marché, puis là on remonte jusqu'en 1966, le rendement du marché, quand l'inflation est en baisse, ça c'est le concept peut-être le plus important pour les marchés financiers, pour tous les marchés finalement. Ce qui est important, c'est la trajectoire. Ce n'est pas le point de départ, ce n'est pas les chiffres absolus, c'est la trajectoire. Et quand on a une grande trajectoire sur l'inflation qui descend, bien, les multiples d'évaluation ont augmenté en moyenne de 30 %. OK? Et pas pour entrer dans les détails, mais ça veut dire que toutes choses étant égales par ailleurs, les actions sont réévaluées à la hausse de 30 %. Et c'est symétrique. Quand l'inflation augmente, on a une compression du multiple. Quand elle descend, c'est une bonne chose pour le marché. Et c'est l'environnement dans lequel on se retrouve en ce moment. Et puis finalement, ça je l'aime beaucoup parce qu'il y a très peu de gens qui ont ces données-là. J'ai demandé à nos partenaires, qui s'appellent Ned Davis Research. Ils ont la meilleure base de données qui remonte jusqu'en 1926, celle-là. Et puis, quand on monte jusqu'en 1926, puis là, vous allez dire, ouais, mais tu vis dans le passé, là, toi, là, tu regardes juste en arrière. Pas vraiment. Ce que j'essaie de vous montrer, c'est que le marché, même si les industries ont changé complètement, il y a plein de compagnies qui n'existent plus, qui étaient très importantes à l'époque. Beaucoup de compagnies de chemin de fer, par exemple, des compagnies de tabac. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que quand l'inflation descend en bas de 3 %, les secteurs qui ont la meilleure performance dans le marché, c'est les secteurs qui répondent positivement avant tous les autres, bien, c'est l'aérospatial. La technologie, les autos, machinerie lourde, les produits chimiques. En tout cas, vous comprenez, je m'excuse, je n'ai pas fait traduire ce tableau-là en particulier, mais ce sont toutes des industries cycliques. Et c'est ça le repositionnement de portefeuille auquel il va falloir penser. Il est peut-être encore trop tôt, mais d'ici la fin de l'année, ça va être le temps de commencer à acheter des compagnies de qualité. Je vous donne juste les chemins de fer. Choisissez votre chemin de fer préféré. Le mien, c'est CP, là. Mais vous choisirez celui que vous préférez comme à titre d'exemple. Mais c'est vraiment ce genre de compagnies-là qui peuvent avoir une belle performance. Et puis finalement, je vais juste vous montrer la seule façon que j'ai trouvé de surperformer le marché. C'est extrêmement difficile de surperformer le marché. Parlez-en à des gestionnaires de portefeuille. La seule façon de le faire, c'est avec des oligopoles. Des oligopoles qui ont d'énormes barres compétitives. Ces compagnies-là ont tendance à mieux protéger leurs marges bénéficiaires à travers le cycle. Là, je vous donne juste des exemples. OK? Des compagnies comme Google en ce moment, bien, Microsoft, CME Group, donc Chicago Mercantile Exchange, les compagnies ferroviaires, les pipelines, tout ça. Et puis, vous regardez notre indice d'oligopole remontant sur 30 ans jusqu'en 1993, bien, la performance aurait été 9 fois plus élevée que le marché, que le TSX. Donc, c'est une bonne façon de penser à vos investissements. Acheter des oligopoles quand ils ne sont pas favorisés, comme les pipelines en ce moment. Là, je vous donne un autre exemple. Vous choisirez, vous en parlerez à votre conseiller, votre conseillère financière, mais on a des idées pour vous de ce côté-là. En tout cas, c'est la seule façon qu'on a trouvé de surperformer le marché sur une longue période de temps. Donc, bref, pour l'économie, il y a quand même une bonne possibilité, mais pas une probabilité, je dirais une bonne possibilité de récession, même si c'est encore quelque chose qui peut être évité, donc ce que j'ai dit 50-50, même s'il y a une récession, elle devrait être relativement légère à cause de la force du marché de l'emploi, à cause de la force des investissements, par exemple, en intelligence artificielle.
Ces investissements-là sont tellement importants qu'ils peuvent en fait avoir un impact positif sur l'économie globale. Donc ça, c'est positif. On pense que les taux d'intérêt ont plafonné, les taux d'intérêt à court terme et les taux d'intérêt à plus long terme. On pense que le dollar canadien est sous-évalué en ce moment, probablement entre 5 et 8 cents, quelque chose de semblable. Mais juste parce qu'un actif ou une devise est sous-évalué, ça ne veut pas dire qu'elle va revenir à la valeur juste. Ça peut prendre très, très, très longtemps. Mais si vous êtes exportateur, pour les compagnies qui sont exportatrices aux États-Unis, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça rend notre économie plus compétitive. Alors, c'est pas, je ne dirais pas que c'est nécessairement mauvais. C'est mauvais si vous voulez vous acheter un condo en Floride ou quelque chose de semblable, mais pour les compagnies et pour l'ensemble de l'économie canadienne, ce n'est pas une mauvaise chose. Et puis finalement, on voit un rendement, on est relativement positif sur le marché des actions. On est positif sur le marché obligataire parce qu'on ne pense pas que les taux d'intérêt vont continuer à augmenter. Donc, il y a des perspectives de rendement quand même très raisonnables dans ces deux marchés-là. Peut-être que je vais arrêter là et voir si vous avez des questions. Ah, ça me fait plaisir. Oui. Question pour vous concernant les taux d'intérêt basés sur votre expérience à vous. Est-ce que l'économie s'en va? C'est quoi que vous voyez? Est-ce que vous voyez des hausses de taux ou une réduction de taux ou on va être comme stable? Où est-ce qu'on est en termes? Bien, c'est ce que j'avais commencé à dire un petit peu plus tôt. Je dirais qu'on est rendu dans une zone stable. À mon avis, pour les taux directeurs, il ne faut pas oublier que les banques centrales n'ont de contrôle que sur les taux d'intérêt à très court terme. Le reste, les taux d'intérêt à long terme, c'est le marché obligataire qui va déterminer tout ça. Donc, je dirais que oui, je pense qu'on est rendu dans une zone d'équilibre. Et puis là, il va juste falloir que l'inflation continue à descendre. Évidemment, notre point de vue relativement positif dont je vous parle, si pour une raison ou une autre, l'inflation se mettait à réaccélérer à la hausse, bien, ce serait un problème et donc il faudrait qu'on ajuste notre tir. Mais je pense que les banques centrales ont essentiellement fini d'augmenter les taux. Comme je l'ai dit, peut-être un autre 25 points de base. Et puis, si on a raison sur la grande tendance de l'inflation, je ne vois pas pourquoi les taux d'intérêt à plus long terme, donc les 10 ans, augmenteraient beaucoup par rapport ici. On peut toujours avoir de la volatilité. On peut avoir un événement exogène qui va faire augmenter la demande pour les obligations américaines, ce qui ferait chuter les taux, évidemment. On peut avoir ces choses-là, mais notre scénario de base, c'est vraiment de la stabilité, ce qui est quand même une bonne chose, je pense. Monsieur, ici, OK, ici en premier, puis ensuite vous, monsieur. 1, 2. Oui. Bonjour Stéphane, premièrement, merci encore. Très belle présentation. Question pour toi, dans tes premières slides, tu regardais les dettes ménages au Canada versus aux États-Unis. On dirait que ça m'a frappé à quel point c'était différent. Oui. Vraiment, dette de ménage, est-ce que justement les dettes hypothécaires, c'est inclus là-dedans? Est-ce que c'est des dettes? Qu'est-ce qui constitue ça? Puis pourquoi une si grosse disparité? On dirait qu'on suit les États-Unis à tellement de niveaux. Puis là, je voyais comme un clash énorme. Oui. Ouais, c'est une excellente question. Je dis oui, les hypothèques sont incluses là-dedans. Et ça, c'est la clé de l'énigme, finalement. Parce que notre marché immobilier était finalement, quand on regarde en moyenne, notre marché immobilier était beaucoup plus surévalué que celui des États-Unis. Pas partout, mais en général. Donc, cet endettement que les gens ont été obligés de prendre se reflète là-dedans. Et puis, je dirais qu'il y a quand même eu des augmentations salariales importantes aux États-Unis. Il y a l'effet de richesse aussi aux États-Unis qui n'est pas négligeable. Donc, écoutez, il ne faut pas oublier que l'échelle, ici, on parle par rapport à 1,65. L'écart, c'est quand même prononcé, mais on a déjà vu des écarts semblables dans le passé du point de vue des États-Unis. Alors, je vous dirais, c'est les dettes hypothécaires en particulier. Puis après ça, il faut regarder un petit peu plus creux. De revenus, on remet 65 cents pour les dettes. C'est comme ça qu'on l'interprète? Ou? Non, c'est plutôt 1$ pour chaque. Si tu gagnes 1$, ou le ménage moyen canadien qui gagne 1$ de salaire aurait 1,65$ de dette. Ouais, donc, c'est un risque. C'est un risque, c'est quelque chose qu'il faut contrôler. Mais c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Monsieur. Oui.
Alors, merci. C'est un peu en continuité de la question de monsieur. D'abord, bravo pour la présentation. Merci. Donc, toujours sur les dettes, parce qu'on a constaté, en fait, quand on regarde les statistiques de l'OCDE, qui est vraiment l'organisme des pays développés, là, depuis 2017, le Canada a le taux d'endettement le plus élevé pour les ménages. Donc là, on voit qu'il y a un record, en fait, là, par rapport aux États-Unis. Par rapport aux États-Unis, oui. Donc, il est fort possible aussi que vis-à-vis, en fait, de l'OCDE, ce soit resté de même, là. Et moi, ma question, est-ce qu'il faudrait qu'on s'inquiète de ça ou c'est quelque chose que finalement, bon, c'est une stat qui est là, on fait avec ou Moi, je pense qu'il faut s'inquiéter, mais il faut s'inquiéter à plus long terme. Parce que dans le fond, il y a toujours des risques. Il y a toujours des risques dans le marché, qu'ils soient géopolitiques, que ce soit des risques d'endettement et tout ça. Mais ça, je le catégoriserais comme un risque. C'est un risque à plus long terme. C'est un risque à plus long terme, surtout si, parce on a parlé de stabilité de taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, ça, je parle sur, disons, les 12 prochains mois. Après ça, c'est entièrement possible que les taux d'intérêt augmentent encore. Et si ça, c'était le cas, ce serait un catalyste pour des vrais problèmes pour certains ménages. Okay? Mais il ne faut pas oublier non plus qu'on parle de moyenne ici. Il y a beaucoup de ménages qui sont en excellente position. En excellente position parce que je parlais de l'effet de richesse. Quand on regarde, c'est vrai que la dette a beaucoup augmenté, mais il faut toujours mettre ça en contexte, finalement, pour avoir de la perspective. Donc, il faut quand même analyser ça à côté des actifs des ménages, pas juste la dette. Oui, l'épargne et puis la valeur de leur compte d'investissement et la valeur des maisons. L'équité dans les maisons comme telles. Et puis, quand on le regarde comme ça, on se rend compte que les États-Unis et le Canada sont à des sommets historiques en termes d'actifs aussi. Alors, j'essaie juste de donner un peu de perspective par rapport à ça. C'est moins sinistre que ça pourrait en avoir l'air, à prime abord. Oui? How does the government debt and the deficit play a role in this situation? Yeah, so I'd say government debt matters, but it matters more from a macro perspective. Because in traditional economics, we talk about the crowding out effect. Now, the crowding out effect means that too much of a country's financial resources are going towards servicing the debt, right? And when that happens, you can't invest as much, and that in turn will lower the optimal or the long-term growth rate for the economy. So that's the problem. But then if you look at certain countries, look at Lebanon. It's horrible what's happening in Lebanon right now. They're in pure default, right? Their currency has collapsed by over 90%. And now banks are telling people they can't even take their money out. That's the extreme example of what debt can do when it's not financed well. I'd say, ultimately the benchmark for us, the benchmark for any kind of investor is going to be what the U.S. does, right? With this debt ceiling, votes at 830, our base case, it still passes. They just have too much to lose, right? So in the case of the U.S., it's not that they can't pay their bills, it's that it's I'll change, I was going to use a word that probably people wouldn't enjoy, but it's just a fight. It's a fight between political parties. So it's not that they can't pay their debt, it's that they don't want to, right? Unless they get concessions. For other countries, it can be really, really problematic. I used Lebanon as an example, but there are 15 or 16 countries that are really on the cusp of being in default, and that creates, it creates massive unemployment, a collapse of the economy, and then often hyperinflation on top of that. So it needs to be monitored. Absolutely, but it's one of those longer-term risks, I would say. Oh. Je vais y aller. Bonjour Stéphane. Bonjour. Qui me parle? Je suis là. Ah, bonjour. Salut. Hello. Merci pour la présentation. 2 questions pour toi. Oui. 2024 est une année électorale aux États-Unis. Quel impact vois-tu sur l'économie? Et la deuxième question, tu as parlé d'immobilier. Est-ce que vous voyez des particularités au niveau de l'immobilier résidentiel versus le commercial?
Oui, je vais prendre la deuxième question en premier. Nous, on pense que la force principale pour l'immobilier, ça va être dans le résidentiel. Pour nous, c'est vraiment le résidentiel grâce à l'immigration dont j'ai parlé. Quand on parle du commercial, le problème, c'est que de parler d'immobilier commercial, on parle de beaucoup, beaucoup de catégories. Ce qu'on éviterait à tout prix, pour des raisons qui vont être très, très évidentes pour la plupart d'entre vous, c'est les bureaux. L'immobilier, quand on parle de bureaux, ça va prendre des années, à notre avis, des années et des années à reprendre. Je vous donne un exemple. À la Banque de Montréal, il y a une politique comme quoi les gens devraient rentrer 3 jours par semaine à Toronto. Mon équipe fait ça, mais ce n'est pas toutes les équipes qui font ça en ce moment. Puis il y a beaucoup de compagnies qui sont dans la même situation. Alors, je fais très attention à ça. Quand on parle de commercial, les entrepôts pour le commerce électronique sont presque pleins à ce qu'on sache. Je ne suis pas un expert là-dedans, mais on a des analystes qui nous parlent de ça. Donc, il faut vraiment être sélectif. Il y a des catégories d'immobilier industriel ou commercial qui sont quand même fortes et qui sont résilientes. Mais nous, on préfère l'immobilier résidentiel. Puis une chose, un secteur d'investissement qui pourrait être particulièrement intéressant par rapport à ça, ce sont les gros REIT d'appartements. Parce que si on a raison et que le prix des maisons augmente, ça va pousser une catégorie de la population vers la location. Et puis, il n'y a pas assez d'offres. Il y a trop de demandes par rapport à l'offre ou pas assez d'offres par rapport à la demande, comme vous voulez. Mais on regarde l'augmentation des loyers, ce qui est terrible pour les gens qui sont démunis. Mais en termes d'investisseurs, on parle d'augmentation de loyers quand des locataires partent et puis qu'ils reviennent. Bien, on a un exemple très concret de ça, de CapREIT, qui est la plus grosse compagnie dans ce secteur-là. Leur augmentation moyenne de loyer est de 26 26 quand même. Donc, ça vous montre à quel point il y a de la place pour augmenter les loyers. Encore une fois, je parle d'un point de vue économique, pas d'un point de vue humain ou social. Yes, sir. Ah, y a-tu OK, ben regarde ici, puis ensuite là. Oh, excuse, la deuxième question. L'élection. OK. Bon, ben ça, c'est un peu triste. Comment dire? Trump, encore une fois. Trump est chef de file en ce moment. On va voir si DeSantis peut remonter la côte. Il y a un message quand même, de notre point de vue, assez extrémiste. Je ne suis pas un analyste politique, mais est-ce qu'il est assez intelligent pour faire passer son message? Probablement. Alors, je ne dirais pas que c'est un fait accompli que Trump va avoir la nomination du Parti républicain. Il est en tête en ce moment, mais beaucoup de choses peuvent changer. L'histoire nous a montré que ça peut changer quand même relativement rapidement. En ce moment, c'est Trump suivi de DeSantis comme chef de file, mais il y a quelqu'un d'autre qui peut rentrer. On a déjà vu ça dans le passé. Bon, Biden va se représenter. Si c'est Biden contre Trump, je m'attendrai à peu près au même résultat qu'on a eu. C'est très, très dur pour Trump de gagner les États clés en ce moment avec son message, avec ses problèmes, là. Parce que dans le fond, sa base électorale, regarde ce qui s'est passé, le verdict légal qu'il a souffert récemment, dans le fond, ses partisans, ça ne change rien pour eux. Il n'y a rien qu'il peut faire qui va les convaincre de voter pour quelqu'un d'autre. Son problème, c'est qu'il ne peut pas convaincre les gens dans le centre, les gens qui n'ont pas nécessairement d'opinion politique. C'est dur de ramener ces gens-là vers son parti, étant donné son comportement et tout ce qu'il a fait, qu'on connaît tous. Alors, en bout de ligne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si c'est Biden qui gagne, ça reste c'est le statu quo. Ce ne serait pas une mauvaise chose. Si c'est un républicain comme DeSantis, il n'y aura pas tellement d'impact économique. Ça va être, finalement, ça va être le playbook de la droite américaine un peu traditionnelle, coupure d'impôts et tout ça. Donc ça n'aurait pas trop d'impact. Je dirais si Trump se faisait élire pour un deuxième mandat, ça pourrait causer énormément d'instabilité. Alors ça, ce serait, de mon point de vue, du point de vue des marchés, j'ai l'impression que ce serait le pire scénario possible. Yes, sir. Yeah, just to piggyback slightly off of that, in terms of both Jerome Powell and interest rates respective to the elections, do you believe that there will be a decrease in interest rates around the election season? And how long do you think Jerome Powell will hold out on interest rates until he'll finally give in and cut?
Yeah. So, good questions. So, what I would say is Jerome Powell has always been very clear, and the U.S. institutions have been very clear that there is a separation between monetary policy and the politicians, right? Otherwise, you end up in a situation like Turkey, right? Erdogan was just reelected, as some of you probably saw. Since he controls the central bank, he prevented him from raising interest rates, the net result of which inflation rose to 80%. Just using that as an extreme example of why you should have separation. So I really don't think Jerome Powell will be influenced by the electoral cycle. That's what I'm trying to say, number one. And then, sorry, second part of your question? Do you think Jerome Powell will hold out until he cuts? It's absolutely, I know it's going to sound like a wishy-washy answer, but it's going to be data dependent, right? It depends how much of this economic slowdown, like how fast the economy slows down. It's clearly slowing down. We're seeing it, right? Just look at the Chicago PMI this morning. Things are slowing, right? But that's been engineered to happen. So it depends. If our base case scenario of a very light to no recession doesn't come to pass, if it's a more severe recession, he's going to start cutting. He's going to start cutting pretty quickly. But, you know, I would say, just to be consistent with everything I've said so far, right now we don't see a cut till mid to 2024. That's what I would say, minimum. And you think Canada will follow along? Historically, we've always followed the U.S. Like we typically follow the U.S. I would say this time, kudos to Tiff Macklem. He stopped when, you know, we believe it was time to stop, and he signaled it. He was too slow as well, right? Like he dropped the ball as well on inflation, on fighting inflation, but at least he stopped raising rates, I think, at the right time. Not so sure on Jerome Powell yet. So I'd say right now, advantage Tiff Macklem, but then we're probably going to revert to our traditional role of following the U.S., right? Like if you look at, here we're talking about central bank rates, but if you look at the 10-year, for example, 10-year yields, the correlation over the last 50 years, the correlation between the Canadian 10-year bond yield and the U.S., 95%. Like, so we'll always follow them one way or another, right? If that's responsive. I think we're almost out of time. Or is there? Okay, wait, sir. Oh, juste une seconde, le micro arrive. Oui. Merci. On parle comme quoi que l'économie est en train de baisser, qu'on parle de récession qui s'en vient, mais les derniers chiffres nous montrent que c'est tout à fait le contraire. Le mois dernier, l'inflation a recommencé à augmenter. Ce matin, à la surprise générale, on regarde que le PIB a augmenté encore de 3,1 %. Donc, si la Banque du Canada ne va pas augmenter continuellement ses taux, à quoi qu'il faut qu'on s'attende? Est-ce qu'il y a d'autres outils qu'elle va avoir pour qu'on puisse vraiment faire chavirer le bateau, comme que vous avez dit un peu plus tôt? Mais qu'est-ce qui va arriver? Non, je comprends la question. La première chose que je dirais, c'est que, en anglais, il y a une expression « one data point does not make a trend ». Alors, dans le fond, une donnée ne change pas la tendance par rapport à l'inflation. Quand on regarde la grande tendance dans les 12 derniers mois et qu'on fait une ligne, elle est à la baisse, cette ligne-là. Alors oui, je suis d'accord, ça a augmenté d'une fraction, un petit peu plus que ce à quoi les gens s'attendaient, mais la tendance est quand même à la baisse. Si on est convaincu de ça, surtout si on a raison sur l'inflation du prix de la nourriture qui va continuer à baisser. Regardez le prix du pétrole. Évidemment, on ne met pas du pétrole dans nos autos, on met de l'essence, mais c'est sûr qu'éventuellement, les prix de l'essence vont baisser aussi. Alors, je pense qu'on a beaucoup de choses qui appuient notre point de vue que la tendance est à la baisse pour l'inflation. Pour l'économie, aussi, très, très bonne question. Il ne faut pas oublier que les données économiques, c'est presque de l'histoire antique quand ça sort. Les données officielles du PIB, et c'est pour ça qu'on dit toujours à nos clients, il ne faut pas regarder les données officielles de l'économie pour essayer de faire de l'argent dans le marché, parce que c'est déjà escompté. Tu vois ce que je veux dire? Quand ils nous rapportent des données du PIB, c'est ce qui s'est passé il y a 3 mois. Donc, c'est déjà en retard par rapport à l'économie réelle. Mais ce qui est vraiment intéressant de ce que vous avez mentionné, c'est vrai que l'économie est encore en légère croissance. Et puis, il y a des gens super négatifs qui, depuis 1 an et demi, nous promettent une récession. Mais où la récession? C'est en attendant Godot. Tu sais? Alors, est-ce que ça pourrait se passer d'ici la fin de l'année? C'est possible. C'est entièrement possible, mais ce n'est pas un fait accompli. C'est ce qu'on essaie de dire aux clients. Alors, est-ce qu'il y en avait une dernière ou... Karine? Non? On me dit non.
Non, OK. Je comprends ça, moi. Quelqu'un qui se meurt de poser la dernière question? Non? On voudrait vous laisser sur votre appétit. Stéphane Jenkian qui a passé tantôt puis qui m'a dit « He's very good ». Fait que moi... je vais parler pour moi, mais j'espère que je parle pour la salle aussi. Moi, Stéphane, quand je t'entends parler, tu relativises l'information pour moi. Tu me permets de la comprendre. Puis des fois, on interprète, on part en peur, mais je pense que Stéphane, tu nous as aidé à comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Puis tu as ce talent et ce don de démystifier l'information. Tu rends ça en mots simples que tout le monde est capable de comprendre. Donc, merci de simplifier une information qui est très complexe. Tu nous permets de comprendre ce qui se passe réellement, puis encore une fois, de nous informer, puis de nous appuyer dans nos décisions. Donc, merci. Merci beaucoup. Merci à tous pour vos excellentes questions, votre intérêt. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à nous donner votre rétroaction. Elle est importante pour nous. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée en soleil avec le beau temps, en espérant jusqu'à la fin de semaine. Mais là-dessus, merci encore beaucoup pour votre confiance, puis merci d'être venu, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci.